Bienvenue à C2J Talk, une série d'entretiens individuels avec des professionnels influents et des leaders d'opinion qui vise à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles approches de modification du climat. Je suis Mark Turner, directeur de la communication de la C2G, et je suis aujourd'hui avec Mark Van Hukkelen, ambassadeur pour la diplomatie climatique du Service européen pour l'action extérieure, qui représente la position de l'Union européenne sur les changements climatiques auprès du reste du monde. C'est son dernier poste en date. Après toute une série de fonctions qu'il a occupées, il a aussi été représentant permanent de l'Union européenne auprès de l'Organisation mondiale du commerce, directeur du conseil d'administration de la Commission européenne chargé du développement durable et des partenariats économiques et chef de cabinet de l'ancien commissaire au commerce Karl de Gucht. Bienvenue à C2G Talk. Vous êtes l'ambassadeur de l'Union européenne pour la diplomatie climatique. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Quels sont vos principaux objectifs et à quoi ressemble votre travail quotidien? Merci, Marc. La diplomatie climatique consiste essentiellement de trois choses. La première, c'est convaincre les pays tiers de renforcer leurs ambitions et leurs actions en matière de climat. La deuxième consiste à présenter aux pays tiers et le cas échéant à défendre ce que l'Union européenne fait pour atteindre ses objectifs, notamment l'objectif des 55% d'ici à 2030. Troisièmement, contribuer aux solutions dont nous avons besoin au niveau multilatéral dans le contexte de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Le Service européen d'action extérieure est donc le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne. Celle-ci se compose d'un grand groupe, un groupe varié de pays qui gèrent également leur propre politique étrangère. Comment coordonnez-vous votre travail avec les différents États membres de l'UE en termes de diplomatie climatique? Le climat, tout comme l'environnement dans son ensemble, est une compétence mixte. L'Union européenne joue donc un rôle, mais nos États membres également. La première tâche consiste à s'assurer que nous avons une coordination entre le niveau européen et les États membres. Et nous le faisons à travers un certain nombre de canaux, notamment au niveau ministériel, politique et du Conseil. Le 25 janvier dernier, nous avons adopté les conclusions du Conseil des affaires étrangères sur le climat et la diplomatie énergétique. Deuxièmement, nous disposons d'un réseau de diplomatie verte composé de fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères chargés des questions environnementales et climatiques. Troisièmement, un certain nombre d'États membres ont leurs propres ambassadeurs pour le climat. Je dirige le mécanisme de coordination informelle avec eux toutes les 2 semaines pour m'assurer que nous savons ce que nous faisons et que nous parlons le même langage. Ok. Et donc, comment le faites-vous concrètement? Que faut-il faire concrètement pour parler le même langage? Pour les principales initiatives, nous élaborons ce que nous appelons des notes d'engagement de diplomatie climatique, dans lesquelles nous veillons avant tout à avoir une bonne évaluation du paysage politique du climat dans ces pays tiers. Deuxièmement, nous nous faisons une idée réaliste de ce que l'on pourrait appeler les critères d'ambition, c'est-à-dire ce qui est ambitieux mais réaliste de demander aux pays tiers. Troisièmement, on identifie l'argumentaire spécifique que l'on peut déployer auprès de ces pays pour tenter de les convaincre. Et enfin, on voit comment on peut leur apporter un soutien financier, technique ou autre. Vous êtes défenseur du multilatéralisme et de la gouvernance multilatérale. Quels sont selon vous les grands défis et opportunités qui se présentent actuellement au système multilatéral pour encourager l'action sur le changement climatique? Pourriez-vous nous donner des cas où l'Union européenne joue ou a joué un rôle essentiel dans le développement de la gouvernance multilatérale pour le climat? L'accord de Paris, vous savez, est un processus très ascendant. L'accord de Paris a créé le cadre, mais ce cadre doit être rempli par des engagements individuels, des contributions déterminées au niveau national d'ici à 2030, puis des promesses à long terme. Nous l'avons fait et nous tentons de convaincre les autres de faire de même. Pour que le cadre multilatéral fonctionne, nous devons veiller à ce que chaque pays fasse sa part. Deuxièmement, bien qu'il y ait un certain nombre de questions en suspens sur les règles de l'accord de Paris, nous avons peut-être fait
90% de nos devoirs lors de la COP24 qui a eu lieu à Katowice et il reste des questions épineuses que nous devons désormais maintenant régler. Et bien sûr, l'Union européenne apportera sa contribution pour qu'à Glasgow, le règlement soit complet. Enfin, il y a la question du financement du climat sur laquelle nous nous étions engagés en 2009 et nous devons tenir nos promesses. Nous pensons que l'Union européenne a déjà fait une bonne part de ce que l'on peut attendre d'elle, mais nous parlerons aussi à d'autres pour veiller à atteindre les 100 milliards le plus vite possible. Pour certains des autres pays avec lesquels vous travaillez, comment voyez-vous l'évolution de la coopération entre l'Union européenne et les États-Unis, notamment après la décision des États-Unis de rejoindre l'accord de Paris et de remettre le changement climatique en tête des priorités? Nous sommes très heureux d'avoir pu renforcer la coopération avec les États-Unis en termes de politique intérieure et de politique internationale. Il y a une très bonne coopération avec Monsieur Kerry et Monsieur Timmermans et les ministres des Affaires étrangères. Il y a 2 semaines, ils ont eu une deuxième conversation depuis le début de la présidence Biden pour échanger leurs points de vue et comparer leurs opinions sur la meilleure façon d'aborder les pays tiers. Et les deux parties ont présenté un objectif ambitieux pour 2030. Nous devons donc veiller à pouvoir apprendre les uns des autres sur la façon d'y parvenir de la façon la plus rentable possible. Comment voyez-vous l'évolution de la coopération avec la Chine à l'heure actuelle? Sur un certain nombre de fronts, il est clair que la coopération avec la Chine est loin d'être évidente, mais d'un autre côté, nous n'avons qu'une seule planète. Donc, en dépit des différences dans un certain nombre de domaines politiques, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas coopérer. Et cela vaut également pour la Chine. Nous essayons d'avoir une coopération pragmatique avec la Chine, laquelle s'est engagée à atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2060 et atteindre son pic avant 2030. D'autres engagements ont été pris en ce qui concerne le charbon. Et bien sûr, nous pensons que la Chine peut encore en faire un peu plus, étant donné qu'elle est de loin le plus grand émetteur du monde. Et nous continuons à discuter avec elle pour veiller à ce que tout le monde fasse ce qu'il peut et ce qui lui est demandé pour rester dans la limite des 2 degrés de l'accord de Paris et si possible pour se rapprocher du réchauffement à 1,5 degré. Donc, compte tenu de ces projets, quel est selon vous le sens de l'orientation de la COP26? Quels espoirs nourrissez-vous? Cette COP est considérée comme un moment décisif. Toutes les COP le sont peut-être dans une certaine mesure, mais comment voyez-vous la COP 26 aujourd'hui? Je pense que tout d'abord, par rapport à la situation d'il y a 12 mois, nous avons constaté de grands progrès sur les promesses des pays en termes de neutralité climatique à l'horizon 2030. Bien entendu, ces engagements doivent être honorés. Mais le plus facile a été fait. Il s'agit maintenant de joindre le geste à la parole. Mais il y a par ailleurs encore bon nombre de pays qui n'ont pas encore pris d'engagement conforme aux objectifs de l'accord de Paris et je pense que cela, c'est le travail qui reste à faire. Comment convaincre ceux qui n'ont pas encore pris d'engagement conforme à Paris et faire en sorte qu'ils le fassent avant la COP 26? Actuellement, nous sommes plutôt, il me semble, en bonne voie vers Glasgow, mais il y a évidemment 3 ou 4 dossiers sur lesquels nous devons travailler. Le premier, c'est celui que je viens de mentionner, veiller à ce qu'il y ait suffisamment de contributions déterminées au niveau national pour que le monde dans son ensemble soit sur une trajectoire critique. Deuxièmement, il reste beaucoup de chemin à parcourir pour le règlement des marchés de carbone et de la transparence. Troisièmement, sur le volet financement du climat, nous avons fait pas mal de choses, mais soyons honnêtes, nous ne sommes pas encore à 100%. Nous devons veiller à ce que cela soit fait, au moins dans les années à venir.
Et enfin, il serait bon qu'en plus, en dehors de ces engagements généraux pris à Glasgow, il y ait également un certain nombre d'engagements sectoriels ou du secteur privé qui pourraient être réalisés sur la base des 5 campagnes que la présidence bécanique de la COP a lancées, c'est-à-dire quelque chose de très concret, pour que les gens et les observateurs du processus de la Convention cadre des Nations Unies réalisent qu'il ne s'agisse pas simplement de parler d'objectifs supplémentaires, mais aussi d'entreprendre des actions sur le terrain. Abordons, je vous prie, des questions délicates que nous traitons ici dans l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat. Il est clair que la réponse du monde au changement climatique est principalement axée, à juste titre, sur la réduction des émissions aussi rapidement que possible, mais aussi de plus en plus sur l'élimination du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Ce sont des défis considérables et le délai d'options disponible pour éviter un réchauffement de 1 degré rétrécit. Dans ce contexte, nous constatons que certains scientifiques explorent des approches supplémentaires pour faire baisser les températures, la modification du rayonnement solaire ou la géo-ingénierie solaire. Notamment, il y a l'injection d'aérosols dans la stratosphère pour réfléchir davantage de lumière solaire dans l'espace. C'est controversé et nous avons eu de nombreux débats à ce sujet. Cette année, nous avons vu des projets intéressants à cet égard. Un appel lancé par les académies américaines des sciences, de l'ingénierie et de la médecine pour un programme de recherche américain de 3 ans sur la géo-ingénierie solaire. Le service de recherche du Parlement européen a publié un document sur la possibilité pour les partenaires de l'UE de promouvoir un cadre de gouvernance internationale pour la géo-ingénierie solaire. Nous avons aussi remarqué qu'une expérience liée à l'une de ces approches va avoir lieu en Suède, devait avoir lieu en Suède en juin dernier, et qu'elle s'est heurtée à l'opposition de groupes de la société civile. Avez-vous une idée précise sur certaines de ces idées et sur la façon dont elles pourraient s'intégrer dans le débat général? Je pense qu'il est utile que les gens réfléchissent à cela, juste au cas où nous échouerions et que le monde ne serait pas capable de relever le défi de l'atténuation. Quelle serait alors la prochaine étape? Par ailleurs, nous devons être très prudents pour 2 raisons. La première est que cela ne doit pas devenir un alibi pour l'inaction. Les gens disent: «Ah, on finira bien par trouver une solution, alors pourquoi nous préoccuper maintenant de l'atténuation?» Les gens ont toujours ce type d'élément à l'esprit lorsqu'est mise en avant la solution du dernier recours. Deuxièmement, en dehors des questions scientifiques, il y a d'énormes questions de politique en jeu. Qui serait responsable? Que se passerait-il et comment? Ce sont des questions épineuses. Il est déjà très difficile de parvenir à une gouvernance mondiale en matière d'atténuation. Il a fallu du temps pour conclure l'accord de Paris et nous devons encore voir si tous ces éléments vont s'additionner. Nous savons que l'approche descendante de Kyoto a échoué. Nous avons maintenant adopté l'approche ascendante. Espérons que celle-ci sera couronnée de succès. Mais il n'en reste pas moins que la gouvernance des questions multilatérales est toujours d'une complexité diabolique et que la question du rayonnement solaire ne sera pas différente. Je sais qu'il y a aussi d'autres idées comme le captage direct dans l'air. Donc, laissons les scientifiques travailler sur ce sujet, mais ne laissons pas notre attention être détournée, déviée. Comme vous le dites, toutes ces approches s'accompagnent de risques et d'avantages potentiels, et la question est de savoir comment peser ces risques par rapport aux différents objectifs. Nous nous efforçons justement de notre initiative de résumer la gouvernance au sens large au niveau international et à aider en toute impartialité les décideurs à comprendre certains des risques et des avantages, ainsi que les défis de la gouvernance qui pourraient éventuellement contribuer aux décisions. Selon vous, quel type de forum ou d'endroit serait-il propice pour entamer certaines de ces discussions, peut-être au niveau de l'apprentissage, et pour se familiariser avec les idées? Y a-t-il des processus de l'ONU qui pourraient jouer un rôle, ou bien cherchez-vous des processus différents?
Je ne suis pas certain que le moment soit propice au processus de l'ONU. Je pense que ce que je ferais, si j'étais chargée d'essayer de trouver des solutions à ce problème, serait tout d'abord de demander à des universitaires, à des scientifiques, d'élaborer un plan de travail sur la façon dont cela pourrait fonctionner. Puis, je commencerai à travailler avec des ateliers ou des séminaires fermés pour tenter de familiariser à ces idées et de les mettre à une échelle plus sociale. Et lorsque l'on verrait que les gens commencent à s'intéresser, il faudrait intégrer cette idée dans le processus politique avec un certain nombre d'acteurs clés avant de la lancer dans le système multilatéral. Si on le fait trop tôt, c'est voué à un échec pur et dur. Comment cela pourrait-il se traduire dans la pratique en intégrant ces éléments dans le processus politique avant, comme vous le dites, avant de les lancer dans le processus multilatéral? Eh bien, il faudrait d'abord élaborer tout d'abord le programme avec un certain nombre de questions, puis le présenter à des acteurs clés, le G20 ou un sous-ensemble du G20. Donc, tout d'abord auprès d'experts, et puis dès qu'on commencerait à voir que cela suscite de l'intérêt, on le ferait remonter progressivement dans l'échelle politique. C'est ainsi que, que cela fonctionne et doit fonctionner. Pour ce type de choses qui sont très controversées et qui sont assez radicales, il faut d'abord une période de ce qu'on appelle la décompression en plongée. C'est-à-dire que vous remontez à la surface, mais pas trop vite pour ne pas faire un malaise. Parallèlement à cela, en l'absence de cadre de gouvernance et en raison d'un réchauffement rapide de la planète, certains suggèrent qu'il est possible que des individus ou de petits groupes de pays ou d'autres acteurs puissent recourir à un déploiement ou à une action unilatérale ou unilatérale. Je vous ai entendu utiliser le mot plurilatéral. Je ne sais pas si on dit plurilatéral ou unilatéral, mais en tout cas, un petit groupe de pays. C'est plus ou moins la même chose, mais comme le problème est mondial, nous avons besoin d'une solution mondiale. Je pense que les clubs plurilatéraux peuvent apporter une proposition à la table multilatérale. Certes, l'atténuation est une chose que l'on peut faire soi-même ou d'une manière plurilatérale, mais mettre en place des instruments radicaux pour agir sur le climat, avec toutes les conséquences possibles, prévues ou non, ceci est si délicat sur le plan politique que je pense que cela ne peut fonctionner que s'il y a une sorte d'approbation multilatérale. Le monde n'accepterait rien de faire d'autre. Et bien sûr, il y a de possibles conséquences. L'acceptation mondiale se ferait en connaissance de cause, sachant qu'il y a des conséquences sur la sécurité. Bien sûr. Il pourrait y avoir toutes sortes de tensions géopolitiques. En même temps, le monde est-il prêt à envisager ceci dans le cadre, dans le contexte de la sécurité mondiale, par opposition au changement climatique, pour ainsi dire? Existe-t-il des forums où l'on pourrait avoir une conversation sur la sécurité à propos de ces approches? Bien sûr, c'est peut-être encore plus difficile que la discussion purement climatique, car la sécurité est la plupart du temps un jeu à somme nulle. Ma sécurité n'est pas forcément la vôtre. Donc, il est évident qu'il y aura de gros problèmes de sécurité, mais c'est une raison supplémentaire pour essayer de le faire d'une manière multilatérale, car sinon cela heurtera considérablement les sensibilités. Pour ce qui est du processus que vous avez mentionné, c'est-à-dire soumettre la question à des experts, quel degré de préparation constatez-vous? Cette discussion n'en est qu'à ses débuts, beaucoup de gens ne veulent même pas en parler,
D'après vous, quand et avec quel degré de préparation les gens vont-ils commencer à parler sérieusement de ces sujets? Je n'ai pas de boule de cristal, mais je dirais que cela ne deviendra un véritable sujet de discussion que si nous avons des signes clairs qu'en dépit de toutes les discussions, nous n'allons pas atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Lorsque le monde commencera à réaliser qu'il est dans une situation très difficile, alors ces questions seront soulevées. Actuellement, nous en sommes à un point. Et voyons ce que le GIEC a à dire cette année. Mais il n'y aura pas de discussion sérieuse en la matière tant que les gens n'auront pas réalisé la gravité de la situation. Pour rebondir sur ce point, vous poser une dernière question. Ce concept de situation très critique et la façon d'y faire face, et évidemment ces réactions vont fortement influencer la bonne disposition des gens à parler de ces approches. Comment faites-vous personnellement? Vous traitez certains des problèmes les plus difficiles dans la diplomatie internationale et ça peut être un peu déprimant parfois quand on voit la taille du défi. Alors, comment gardez-vous l'espoir tout en restant réaliste et honnête sur la gravité de la situation? Quelle philosophie vous guide-t-elle dans ce sens? Je pense que d'une certaine manière, on est condamné à réussir, et dans le sens où on fait cela pour les générations suivantes et celles d'après. Donc, on ne devrait pas prendre de risques, bien qu'en effet, cela ressemble parfois au rocher de Sisyphe, où l'on fait rouler la pierre vers le haut de la montagne et qu'elle redescende toujours. Il faut essayer sans relâche. En ce moment, comme je le disais, je suis plutôt optimiste. Le monde est, je pense, de plus en plus conscient de la nécessité de l'action à entreprendre. Il est clair que ça va être difficile, cette question du fardeau à partager. La question, c'est de savoir si en 2030, il y aura une nouvelle technologie qui nous permettra d'atteindre les éléments, les points les plus difficiles et de surmonter les obstacles les plus hauts. C'est un état d'esprit. Allons de l'avant et chaque année apportera peut-être ses défis, mais aussi des avancées. Cela demande un véritable optimiste, mais quel autre choix avons-nous? Il faut vraiment le faire. Et un point positif, c'est que au cours des 12 ou 15 derniers mois, nous avons constaté une avancée vertigineuse de la prise de conscience. Si vous voyez où en est le secteur privé aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont compris. Certes, il y a un élément d'éco-blanchiment, de greenwashing, mais je crois aussi qu'une grande partie est authentique. Ambassadeur Van Heukelen, merci beaucoup d'avoir été avec nous à Citoji Talk. C'est moi qui vous remercie.